Il existe dans la mémoire collective des ordinateurs qui ne sont plus tout à fait des machines, mais des fragments d'enfance. L'Amstrad CPC 464 appartient à cette catégorie particulière d'objets technologiques capables de faire vibrer nos émotions et les cordes sensibles de l'affect. Un clavier fait de touches rouges, vertes, bleues et noires, un lecteur de cassette intégré, un petit écran vert ou couleur posé à côté de l'ensemble, et soudain, la magie apparaît et le monde semble plus vaste, plus mystérieux, plus prometteur à tous les enfants qui l'ont utilisé du bout de leurs 10 petits doigts. Pour beaucoup, le CPC fait une porte d'entrée vers une forme de paradis ludique et informatique. Une première rencontre avec le monde des ordinateurs, un compagnon de découverte de jeux parfois de frustration, mais rarement de rejet. Et pourtant, lorsqu'on prend un peu de distance, lorsqu'on accepte de suspendre la nostalgie, une question se pose instinctivement. Qu'était réellement l'Amstrad CPC 464 au-delà du souvenir heureux ? Pour comprendre cette machine, il faut d'abord comprendre l'entreprise qui l'a conçue et surtout l'homme qui l'a incarné dans le contexte du libéralisme économique particulièrement dur de l'ère Thatcher. Amstrad, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas né dans l'informatique et encore moins dans la magie d'un conte de fées. Fondée en 1968, la société porte le nom de son créateur dans l'acronyme AMS pour Alan Michael Sugar, et trad n'est rien d'autre que le raccourci du mot trading, le négoce en anglais. La société se spécialise d'abord dans l'électronique grand public à faible coût, radio, amplificateur, chaîne hi-fi. Des produits fonctionnels, pas toujours élégants, jamais révolutionnaires, mais toujours positionnés avec une précision redoutable sur le terrain du prix. Alan Sugar n'est ni ingénieur ni informaticien de formation. En réalité, il n'a jamais eu de diplôme car il quitte l'école dès l'âge de 16 ans. Il n'est pas né dans un cocon de soie et la cuillère en argent dans la bouche. C'est un jeune autodidacte, issu des classes les plus défavorisées, ayant dû faire ses preuves à l'instar de Jacques Tramiel, le fondateur de Commodore Business Machine. Cette différence de milieu et de classe sociale le conduit probablement à exprimer à plusieurs reprises un ressentiment envers tous les nantis, les professionnels diplômés des grandes écoles tels que les avocats et les ingénieurs. Également, facette plus sombre et souvent occultée dans les biographies, il n'hésite pas à affirmer ses prises de position tranchées envers les personnes de sexe opposé ou éthiquement différentes, comme en témoignent plusieurs déclarations publiques qui ont suscité de vives réactions au Royaume-Uni. Son style de pensée et d'expression dans la démesure, comme peuvent l'être les tabloïds anglais, rappelle celui d'un certain Boris Johnson qu'il soutiendra en 2019. La délicatesse n'est pas le point fort d'Alan Sugar. Sa grande qualité réside dans sa pugnacité, son audace et son grand sens du négoce. C'est un brillant homme d'affaires obsédé par les marges, par la réduction des coûts, par la simplification à l'extrême des produits qu'il commercialise. Il ne s'encombre pas de considérations éthiques ou philosophiques. Son objectif n'est pas de rendre le monde meilleur sur le plan technologique ou humain, mais de gagner de l'argent grâce à la technologie et l'humain. Son approche, parfois autoritaire, et son obsession pour les coûts expliquent aussi pourquoi Amstrad parviendra durant quelques années à surpasser commercialement des entreprises technologiquement plus ambitieuses mais moins disciplinées économiquement. Son modus operandi dans les affaires tient en peu de mots. Ne jamais vendre le meilleur produit possible, mais le produit simple et suffisant au bon moment, au bon prix. Certains diront qu'il est profondément animé par un désir de revanche vis-à-vis d'une enfance où l'argent, qui ouvre la porte de la reconnaissance dans un monde matérialiste, faisait cruellement défaut. Cette reconnaissance tant recherchée, il finira par l'obtenir de la reine d'Angleterre qui l'adoubera chevalier en l'an 2000. En résumé, Alan Sugar est un homme aux antipodes de l'ingénieur à l'origine du ZX81 et du ZX Spectrum, Clive Sinclair, anobli chevalier dès 1983.
Il qualifiera celui-ci à plusieurs reprises de génie de l'idée, mais de désastre industriel. Lorsqu'il décide d'initier son projet, celui de se lancer dans la micro-informatique en 1983, le marché est déjà bien occupé, pour ne pas dire saturé, au Royaume-Uni. Et son projet prendra beaucoup de temps à se concrétiser. Lorsque l'arrivée officielle de son CPC 464 sera enfin annoncée le 11 avril 1984 au Royaume-Uni, Amstrad arrive sur le tard après une guerre commerciale sans merci que se sont livrées les innombrables marques de micro-ordinateurs. Une guerre qui a consisté à réduire les marges pour pouvoir s'emparer des marchés dominants et survivre. En 1984, les petits ont presque tous péri ou agonisent dans leurs derniers jours. Il ne reste plus que les grands, encore secoués par le choc de cette guerre, Atari, Apple, Commodore et pour peu de temps encore Sinclair. Le nombre d'acteurs présents sur le marché s'est réduit, mais un constat d'évidence s'impose déjà aux yeux des acteurs du monde de l'informatique. Le ZX Spectrum et le Commodore 64 sont omniprésents dans les chaumières du Royaume-Uni. Le BBC Micro domine quant à lui le secteur éducatif. Aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique du Sud, en Australie et dans le reste de l'Europe, sauf en France, où leurs ordinateurs grand public, chers et nettement moins performants de Thomson et Matra, peinent à se vendre, mais également en Espagne, le Commodore 64 s'impose comme la référence technique et ludique. La marque Amstrad arrive donc trop tard au Royaume-Uni, mais elle arrive avec une idée très claire. Le CPC 464 ne naît pas d'un désir d'innovation profonde, mais d'une volonté de rationalisation. Cette logique de rationalisation, parfaitement cohérente avec l'anima d'Alan Sugar, constitue à la fois la clé de voûte de son succès commercial et la principale limite technologique de la machine dès sa sortie. Ce n'est pas une machine de rêveur, mais un produit industriel. Tout doit être intégré. Tout doit être simple à produire, à vendre et à utiliser. Tout doit être compréhensible et surtout livré clé en main, sans ajout pour un public n'ayant pas ou peu de connaissances informatiques. Et enfin, et surtout, rien ne doit coûter trop cher. Amstrad ne fabriquera pas les composants de l'ordinateur, mais la marque disposera d'un réseau commercial capable de les lui fournir. Le modèle économique d'Amstrad dans le domaine informatique reposera en grande partie sur la sous-traitance, des ventes à flux tendu avec peu de stock. Le projet d'Alan Sugar pour l'Amstrad CPC 464 prend le nom de code Arnold au tout début. Pourquoi Arnold ? Il faut chercher l'explication digne d'un roman d'espionnage anglais pour décrypter ce nom de code qui n'est rien d'autre que le prénom d'un gros client d'Amstrad ou l'acronyme du prénom de Roland Perry, un ingénieur chargé de contrôler l'architecture matérielle et le choix des composants. La conception du design matériel sera sous-traitée auprès de Mege Electronics, celle du BASIC et du logiciel interne à Locomotive Software. Le nom de code Arnold est vite abandonné au cours de l'année 1983 pour l'acronyme de Color Personal Computer, autrement dit CPC. Le cerveau pilotant l'ordinateur sera un processeur Zilog Z80A avec une fréquence de 4 MHz. Si l'idée d'adopter le 6502 de MOS est envisagée au premier stade du projet, il est très vite remplacé par le processeur Z80. Les équipes de Locomotive Software sont plus à l'aise avec ce dernier déjà éprouvé notamment sur le ZX80 et le ZX Spectrum, mieux documenté et surtout économiquement plus cohérent avec une production à grande échelle. À 4 MHz, il est globalement plus rapide pour ses opérations internes nécessaires aux instructions que le 6502 ayant une fréquence de 1 MHz qui reste toutefois très efficace. Le Z80 dispose de registres internes plus nombreux et surtout 16 bits,
Son jeu d'instructions plus complet, plus facile à programmer, permet de réduire la taille du BASIC et du logiciel interne. L'architecture choisie pour la machine reflète parfaitement l'anima d'Alan Sugar. Un processeur éprouvé, comme on vient de le voir, une puce sonore AY, elle aussi éprouvée, de la même famille que celle des ZX Spectrum, Auric et MSX, une architecture graphique sans audace particulière, hormis davantage de couleurs, un vœu exprimé par Alan Sugar, et une résolution d'écran plus élevée permettant un affichage confortable aussi bien en 40 que 80 colonnes. Un moniteur couleur CTM 644 correct qui fait le job, ni trop ni pas assez. Une autre version avec moniteur vert GT65 sera proposée à la vente. Son écran est précis et plutôt de qualité supérieure, idéal pour l'affichage du traitement de texte. Un lecteur de cassette intégré, fiable. Alors même que les lecteurs de disquettes commencent à se répandre, le CPC 464 n'est clairement pas une machine tournée vers l'avenir, il est une synthèse habile du passé récent. Et pourtant, il serait injuste de réduire le CPC à une simple addition de compromis. Car cette machine possède des qualités qui lui sont même parfois propres. D'abord, sa robustesse et sa simplicité. Le CPC est solide, presque rustique. Son clavier inspire confiance, il est agréable au toucher, quoique davantage pensé pour les joueurs que les programmeurs, avec des touches de direction au-dessus du pavé numérique. Le manuel de l'utilisateur est complet, facile à lire. Son alimentation intégrée évite les désagréments des fils qui peuvent traîner ou être mal branchés. Le BASIC intégré à la machine est une vraie amélioration technologique car bien plus complet et rapide que celui de ses concurrents. L'écran de qualité correcte, sans être exceptionnel, libère le poste de télévision situé dans le salon. La fréquence d'affichage est identique d'un ordinateur à l'autre. Pas de problème de compatibilité avec les trois grandes normes SECAM, PAL ou NTSC, car la sortie du signal vidéo se fait en RVB, RGB, sans conversion. Ensuite, le son et l'affichage. Les couleurs sont toujours nettes, lisibles, flatteuses et surtout nombreuses avec une palette comprenant 27 teintes quand la plupart des ordinateurs concurrents se limitent à 16 couleurs. Comparé au Spectrum, le confort visuel apporté dans les jeux est immédiat et indéniable. Il est également supérieur à celui du Commodore 64 grâce à 3 modes d'affichage, dont celui de 640 par 200, plus élevé en résolution, et celui de 160 par 200, offrant un affichage sans contrainte et sans restriction de 16 couleurs, simultanées sur les 27 teintes. Pas de différence dans le rendu de couleurs qui peuvent survenir d'un écran à l'autre, notamment entre le standard PAL et NTSC, un phénomène que connaissent les possesseurs de Commodore 64 et d'Atari XL et XE. Comme sur le Commodore 64, il est possible de jouer avec les résolutions standards grâce aux interruptions, sous réserve de la quantité de mémoire disponible. Le contrôleur de rayon tube cathodique CRTC de l'Amstrad CPC 464 permet en effet d'accroître la partie visible à l'écran. Le système sonore est basé sur la puce AY38912, offre une sortie stéréophonique mais asymétrique, une voix d'un côté et deux de l'autre. Elle s'exprime avec 3 voix jusqu'à 8 octaves, offrant une identité musicale riche, expressive. Le CPC 464 est équipé également d'une sortie son pouvant être reliée à une chaîne Hi-Fi. Mais toutes ces qualités ne doivent pas masquer une réalité plus gênante. Le CPC 464
n'innove pratiquement pas, ou plus exactement, les innovations apportées ont toutes une contrepartie avec un impact sur le fonctionnement matériel. Tout d'abord, le son de la puce AY est nettement moins riche et modulable que celui de la puce SID du Commodore 64. Le petit haut-parleur de 4 cm intégré à l'ordinateur accentue même cette sensation de dégradation du son. Il n'y a qu'un seul port joystick DB9 parce que cela coûte moins cher selon Alan Sugar. Certes, il est divisible, mais il n'est pas entièrement compatible avec tous les joysticks aux normes Atari. La palette de couleurs est riche, mais inférieure à celle de 256 teintes théoriques, sans être affichable simultanément, sur les modèles PAL et NTSC des Atari XL et XE. Leur intensité rappelle celle des jeux de bornes d'arcade, mais elle ne colle pas toujours aux couleurs réelles, notamment celles de la peau. L'Amstrad CPC 464 ne propose pas non plus de sprite matériel, ni de gestion avancée du défilement, du scrolling, ni d'assistance graphique dédiée au processeur. Le processeur doit gérer tout seul une matrice graphique non linéaire occupant par défaut 16 kilo-octets en mémoire. Elle est divisée en 8 blocs de 2 kilo-octets, définissant chacun une ligne sur 8 à l'écran, avec 48 octets en fin de bloc. Une architecture lourde à gérer pour le Z80A au regard de la petite mémoire écran de 1 kilo-octet pour 1000 caractères redéfinissables que doit gérer le processeur 6510 du Commodore 64 en mode texte, le plus répandu pour les jeux, avec en prime des sprites et une accélération matérielle de la puce vidéo pour les scrollings pixel par pixel, horizontaux et verticaux, gérables à partir du basique. Cette différence d'architecture liée au choix de la puce vidéo explique pourquoi certains jeux paraissent immédiatement plus fluides sur le Commodore 64, même lorsque la résolution ou la palette sont réduites par les programmeurs sur le CPC 464. Également, en raison des contraintes d'accès en mémoire liées au circuit vidéo, le Z80A ne peut pas exploiter pleinement ces 4 MHz et fonctionne dans les faits à une fréquence effective plus proche de 3,3 MHz selon les accès en mémoire. Le programmeur de jeux vidéo doit donc faire preuve d'une grande ingéniosité avec l'Amstrad CPC pour en tirer le meilleur parti des affichages graphiques. Rien d'impossible, simplement une tâche difficile car elle a un coût. La fluidité, la réactivité, rapidité, parfois même la jouabilité gameplay réduite. Parfois, la taille de la fenêtre d'affichage d'écran doit être diminuée pour permettre au processeur de ne pas se noyer dans la gestion des animations d'un jeu vidéo. Des animations complexes sont parfois supprimées. Lorsque la marque Amstrad s'adresse aux développeurs de jeux anglais en décembre 1984 pour qu'ils s'intéressent à sa nouvelle machine, elle essuie pour seule réponse « Nous sommes déjà bien occupés par Sinclair et Commodore, qui est Amstrad ?» Le ton changera évidemment avec le succès, mais une grande partie de la ludothèque est constituée de conversions à l'identique, voire inférieures, de jeux développés sur le ZX Spectrum, en particulier durant les premières années de commercialisation de la machine. Peu de jeux ont été véritablement pensés pour tenir compte des points forts et des faiblesses de la machine. Il existera bien sûr, et heureusement, des exceptions, des jeux ambitieux, impressionnants, parfois spectaculaires, comme Chase HQ, Ikari Warriors, Greiser, Savage, Crafton et Zunk, Get Dexter en anglais, pour n'en citer que quelques-uns. Les jeux de course de voitures avec effets 3D sont généralement mieux réalisés sur le CPC 464 qu'ils ne le sont sur le Commodore 64 par exemple. Mais tous ces jeux arrivent tard, demandent beaucoup au processeur de la machine et restent minoritaires. En fait, le CPC 464 n'a jamais eu le temps de se forger une identité ludique propre. En dehors de France, il reste très souvent dans l'ombre d'un autre ordinateur. Les adaptations sont systématiquement copiées et comparées, rarement vers le meilleur. Dans son pays d'origine, et dans la plupart des pays du monde, il ne sera jamais considéré comme un ordinateur iconique ayant marqué son temps.
Il n'intéressera d'ailleurs que très peu les éditeurs de tous les fantastiques blockbusters américains ayant fait rêver les possesseurs d'Atari XL et XE, d'Apple II ou de Commodore 64 comme Broadbound, Electronic Arts, Activision, Origin Systems, Strategic Simulations Incorporated, SSI en français. L'ordinateur est pourtant très bien accueilli à sa sortie. La presse, notamment en Europe, en particulier en France, se montre largement enthousiaste. L'indéniable rapport qualité-prix, la grande force de l'Amstrad CPC 464, est systématiquement salué. La machine est jugée sérieuse, accessible, rassurante. Sur les chances de succès de l'ordinateur au Royaume-Uni, la presse britannique se montre lucide, pour ne pas dire dubitative, dès l'annonce de lancement. Plusieurs magazines anglais soulignent que le problème n'est pas la machine, mais le timing. Notamment l'article intitulé Amstradivarius du journaliste Jack Schofield est publié dans The Guardian du 26 avril 1984 et émet des doutes. Pour le journaliste, l'Amstrad CPC ne surperforme la star du moment, le Commodore 64, sur tous les plans que virtuellement. Un adverbe qui disparaîtra des traductions françaises, vidant en substance l'ironie mesurée, typiquement anglaise des propos du journaliste. En Amérique du Nord, le regard se fait beaucoup plus froid, l'ordinateur est ignoré purement et simplement. Alan Sugar ne se hasardera d'ailleurs pas à y commercialiser son nouveau bébé. Alan Sugar se concentre sur le Royaume-Uni tout au long de l'année 1984 où il entend poursuivre son ambition de détrôner le ZX Spectrum. Sur le premier lot de 200 000 unités qu'il comptait pouvoir vendre la première année, il ne réserve que très peu de machines aux marchés étrangers, notamment le marché français. Il consent la revente à sa filiale française, mais aussi, pour un temps, à Auric France. Alan Sugar, en bon anglais, doutant des aptitudes des Français à livrer bataille sur un champ aussi boueux que celui d'Azincourt, ne fait pas vraiment confiance aux représentants de ce marché au tout début, en tout cas beaucoup moins qu'il ne le fait à l'égard de Schneider pour le marché allemand. Il accordera en effet à Schneider le droit de revendre l'ordinateur sous son propre nom. Il finit par accorder au marché français 16 000 unités pour l'année 1984 si on s'en tient aux chiffres de David Thomas dans la biographie de Amstrad Story consacrée au magnat anglais. C'est peu. Toujours selon David Thomas, les ventes en France du CPC 464 atteignent 30 000 unités en mars 1985. En juin 1985, le chiffre d'affaires de la filiale française explose. Il est multiplié par 8, avec des ventes représentant 291 millions de francs. Cela correspond à un arrondi de 65 000 unités sur la base d'un prix de vente de 4 490 francs TTC pour la version couleur, la plus répandue en France. On peut pousser ce chiffre à 78 000 unités si on raisonne hors taxe. La réalité du terrain finit alors par rattraper le grand rêve du magnat anglais. Il se rend compte que la France est avec l'Espagne le marché offrant le plus grand potentiel en Europe de l'Ouest. En effet, la France est un marché neuf. Les ventes d'Amstrad en France ont surperformé toutes les attentes au cours des premiers mois et décembre 1985 arrive avec le Père Noël. La grande majorité des enfants n'a pas encore reçu son premier ordinateur. Et généralement, les enfants souhaitent ce que le camarade de classe a reçu comme cadeau. Très vite, l'effet d'émulation fonctionne à plein régime dans les cours de récréation françaises. Et il se poursuivra au cours des années 1986 et 1987. L'ordinateur a de réelles qualités technologiques, identiques, voire supérieures aux autres ordinateurs, tout en étant sensiblement moins cher. Pourquoi se compliquer la vie avec un ordinateur plus onéreux, moins performant et moins facile à utiliser?
Amstrad met donc le paquet dans la communication, le réseau de distribution et la publicité en France. Le manuel de l'utilisateur est assez bien traduit, avec quelques failles, mais bien moins nombreuses que celles du manuel français du Commodore 64. Les éditeurs de logiciels et d'ouvrages français suivent Amstrad dans sa croisade. Le succès est au rendez-vous, on peut même dire qu'Alan Sugar doit une fière chandelle au marché français qui a sauvé, au moins pendant 3 ans, son entreprise de la déconfiture qui finira par torpiller tous les grands noms de l'informatique familiale. S'agissant des chiffres, c'est précisément à cet endroit que la nostalgie collective se heurte à l'arithmétique. On trouve beaucoup d'affirmations et rarement de sources à propos des chiffres. On peut lire sur des sites internet et forums communautaires, généralement tenus par des passionnés, des affirmations selon lesquelles 3 millions d'unités de CPC, toutes machines confondues, auraient été vendues. Concernant les ventes du CPC 464, elles atteignent parfois 2 millions, dont la moitié attribuée à la France. Il est hautement probable que ces chiffres soient exagérés au regard du nombre d'aficionados présents sur les réseaux sociaux, de la présence géographique du CPC 464, absent des 3/4 du globe, contrairement au Commodore 64 par exemple, et surtout en décalage avec les chiffres communiqués dans les rapports annuels par les employés de la marque et les ouvrages de journalistes indépendants dans les années 90. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas propre à l'Amstrad CPC, et on le retrouve pour d'autres machines 8 bits emblématiques des années 80. Amstrad communiquait très peu sur les chiffres précis de ses ventes et ne fournissait que très rarement des ventilations précises sur celles-ci. Dans son rapport financier de juin 1988, Amstrad indique qu'un total de 700 000 unités auraient été vendues dans le secteur des home computers, sans ventilation précise sur les modèles concernés, ZX Spectrum, CPC 464, CPC 6128 ou CPC 664. Le rapport précise par ailleurs que ce chiffre est proche de celui des ventes d'ordinateurs professionnels, estimées elles aussi à environ 700 000 unités. Longtemps restée volontairement dans le flou, la société Amstrad semble alors suffisamment sereine pour communiquer des chiffres plus détaillés à ses créanciers et à ses actionnaires. Mais ce chiffre de 700 000 ordinateurs domestiques correspond certainement à un maximum arrêté à juin 1988. Un tableau de chiffres d'époque relayé par le journaliste William Oduro dans un article intitulé « Une nuit dans la caverne d'Ali Baba des historiens du jeu vidéo », publié dans Le Monde du 31 janvier 2018, indique qu'au 31 décembre 1988, Amstrad aurait vendu environ 1 450 000 ordinateurs, toutes machines confondues, sur le marché européen. Ce tableau indique également que 600 000 ordinateurs, toutes machines confondues, auraient été vendus par Amstrad en France et 300 000 en Espagne. Dans un dossier intitulé « Guerre de salon », la revue SVM de décembre 1989 confirme ce chiffre de 600 000 ordinateurs CPC en France. Elle avance également un chiffre de 2 millions en Europe. François Quentin avance en page 139 de son livre « Ces ordinateurs sont dangereux », publié en janvier 1993, un chiffre de 1 149 428 utilisateurs du CPC 464 pour la France, qu'il reconnaît lui-même être le résultat d'une multiplication par 4, soit 287 000 unités vendues. Ce chiffre de 1 149 428 ne correspond pas au nombre de machines vendues, mais bien à une estimation du nombre d'utilisateurs. Cette confusion entre utilisateurs et machines vendues est fréquente dans les récits rétrospectifs et contribue largement à l'exagération des chiffres que l'on retrouve aujourd'hui sur Internet. En croisant les sources disponibles, une estimation raisonnable situe les ventes du CPC 464 en France à 300 000 unités maximum. Le chiffre de 3 millions de CPC vendus dans le monde est lui aussi probablement fantaisiste. Il est certainement plus proche de 2 millions d'unités. Nous restons loin des chiffres mythiques et fantaisistes pouvant circuler sur Internet qui négligent le fait qu'Amstrad vendait des PC, des CPC et des Spectrum. Mais ces chiffres, même amoindris par rapport aux croyances populaires,
reste considérable pour un micro-marché comme celui de la France des années 80. Dans son pays d'origine, le Royaume-Uni, le CPC 464 reste un succès marginal. Même le rachat de l'entreprise Sinclair par Amstrad ne changera pas grand-chose à la tendance. À la fin de l'année 1986, les ventes du nouveau ZX Spectrum Plus 2 de 128K conçu par Amstrad resteront supérieures à celles du CPC 464, comme l'indique François Quentin en page 324 de son livre « Ces ordinateurs sont dangereux ». L'ordinateur ne parviendra jamais à s'imposer pleinement au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Le Spectrum et le Commodore 64 domineront le marché des ordinateurs 8 bits, parfois au désarroi des Français qui ne comprendront pas cet énorme fossé culturel lié pour partie à une question de timing. Dans le cœur des Anglais, le ZX Spectrum reste l'ordinateur familial emblématique des années 80. Une partie non négligeable du public britannique affiche encore aujourd'hui un certain mépris pour les CPC et surtout la marque Amstrad. La personnalité d'Alan Sugar, très présente dans les médias anglais, peut expliquer ce phénomène de rejet. L'homme a souvent été admiré pour son dynamisme commercial, comme le fut Steve Jobs en son temps, mais il a aussi été critiqué pour son autoritarisme, son mépris affiché envers les ingénieurs et des prises de position qui seraient aujourd'hui clairement problématiques. À partir de 1987, le CPC 464 quitte doucement le devant de la scène commerciale française pour être remplacé par le CPC 6128 à disquette avec 128 kilooctets de RAM. Mais Amstrad subit surtout, à partir de 1987, le début d'une concurrence encore imperceptible des nouveaux venus 16-32 bits, dignes successeurs du Commodore 64 et de l'Atari 130 XE, les Atari ST et l'Amiga 500. Les ordinateurs qu'on disait dangereux sont déjà en danger après 3 ans d'existence. La politique low cost d'Amstrad, reposant sur la technologie 8 bits, poursuivie au-delà des années 80 avec des versions CPC+, malgré d'évidentes qualités, ne tiendra pas le choc face aux nouveaux titans. Une erreur de stratégie commerciale qui conduira Amstrad à de très grandes difficultés financières par la suite. Le CPC 464 ne disparaît pas pour autant des cœurs. Des décennies plus tard, une autre histoire recommence pour lui, c'est celle de la Demoscene, l'univers des démos bien connu des possesseurs d'Amiga et de Commodore 64, qui rassemble des passionnés, explorant, détournant, repoussant les limites d'une machine que l'on croyait figée définitivement dans la glace. Des effets graphiques insoupçonnés, des musiques audacieuses, une créativité nostalgique parfois teintée d'humour, et dans tous les cas de la tricherie visuelle comme les magiciens savent le faire pour faire naître des étoiles dans les yeux des enfants. Comme si le CPC 464, mais aussi le 664 et le 6128 avaient attendu, telle une belle au bois dormant, qu'on vienne les déléger d'un sommeil profond pour qu'on les prenne vraiment au sérieux. Le CPC 464 connaît aussi un engouement pour les créations homebrews, des nouveaux jeux, des versions nettement améliorées à condition de disposer d'au moins 128 kilooctets de RAM, comme celle du jeu R-Type, ou des adaptations de jeux n'ayant jamais vu le jour dans les années 80 sur la machine. La scène des démos et les créations homebrew restent néanmoins géographiquement très marquées, à l'image des ventes historiques du CPC, portées en grande partie par des passionnés français et espagnols. Beaucoup espèrent encore la sortie d'une version mini ou revival du CPC 464 qui se fait toujours attendre sur le marché de la nostalgie, contrairement à ce qu'ont connu le Commodore 64 et les consoles comme la NES et la Vectrex. En conclusion, l'Amstrad CPC 464 n'est ni un chef-d'œuvre technologique, ni une machine médiocre. Il est le produit d'une époque, d'une stratégie, d'un homme et d'un temps.
On peut l'aimer sans l'idéaliser et le comprendre sans le mystifier. Et peut-être est-ce précisément cette ambivalence qui explique pourquoi 40 ans plus tard, on continue encore d'en parler. Je remarque en tout cas qu'il reste en France, sans doute beaucoup plus qu'ailleurs, une Madeleine de Proust réveillant une nostalgie, une passion, une déraison aussi intense que celles exprimées ailleurs pour le ZX Spectrum et le Commodore 64. Si vous avez des souvenirs ou des anecdotes à propos de cet ordinateur, de la marque ou même de son fondateur, Alan Sugar, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.